merci vous tous. Merci, Abdallah, merci, monsieur le ministre. Brahmouda, merci, monsieur le ministre Jalal. Merci, monsieur Rizzi, pour votre présentation. Le moment est venu pour écouter le discours de monsieur Rafara. Tout à l'heure, le président Bouzguida a parlé de Bourguiba. Il a dit qu'il a un bon français parce que c'est l'école de Bourguiba. Moi, je voudrais vous dire que vous partagez des points communs. C'est que vous êtes tous les deux nés le même jour, le 3 août. C'est pour cette raison que Bourguiba aime beaucoup la Tunisie et les Tunisiens l'aiment, et que vous aimez la Tunisie et toute la Tunisie. À vous la parole. Bonjour. C'est un grand bonheur que de vous retrouver. Je dirais, j'ai deux grandes joies aujourd'hui. La première, c'est d'être en Tunisie, ici à Tunis, et donc de pouvoir vous saluer, de participer à cet anniversaire significatif des 30 ans de l'IACE, de saluer Chekib, de saluer le nouveau président et de saluer tous les entrepreneurs, et puis de vous dire la grande admiration que nous avons pour le peuple tunisien, pour les démarches que vous engagez. Quand on vous écoute, on voit bien que vous avez des soucis, mais franchement, vous validez là un nouveau de nos proverbes. Au fond, quand on s'analyse, on s'inquiète, mais je vous assure, quand on se compare, il y a de quoi se rassurer. Quand on vous écoute bien, il y a quand même un certain nombre de choses. Vous avez certes beaucoup d'idéal. Je vois qu'un ancien ministre des Finances veut éduquer les parlementaires. En tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat français, le travail sera important si c'est vraiment chez nous. Et puis, je vois que vous avez tous des grandes ambitions et je vous en félicite. La deuxième grande joie pour moi aujourd'hui, c'est qu'un Français soit invité pour parler des réformes. C'est très rare. C'est vraiment un sujet d'exception, mais vous avez quand même des circonstances atténuantes. C'est que les deux que vous avez invités sont français, mais sont aussi poitevins. Donc je salue le professeur Jean-Luc Lafay. Nous sommes nés dans la même ville, donc on a une spécificité un peu plus réformatrice que la moyenne. Néanmoins, je crois qu'il est important de vous avoir entendu et je veux vous dire combien les choses me paraissent au fond très positives. Vous savez, dans la conquête démocratique, il y a un sujet qui est terrible pour nous et que vous évacuez assez bien dans vos débats, c'est quand le court terme dévore. Et au fond, dans mon pays, aujourd'hui, avec les chaînes d'information permanentes, continues, avec l'actualité, on voit combien l'immédiat est important. Un philosophe français, sociologue, Edgar Morin, dit « Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». Et on voit bien qu'il manque dans notre pays des travaux comme ceux que vous engagez, où vous prenez le moyen terme en conscience et vous n'êtes pas obsédé. Je n'ai pas entendu, dans ce que j'ai entendu, cette obsession du court terme qui est souvent un des problèmes de la démocratie. Donc, gardez-vous de tout cela, gardez bien des stratégies comme le livre blanc que vous avez publié, comme ces travaux-là, qui sont souvent ceux de la société civile, mais qui sont indispensables à une réflexion de moyen terme. Vous savez, la force des régimes autoritaires par rapport au régime démocratique, c'est que souvent, ils intègrent le moyen terme. Je dis ça avec l'expérience que j'ai de la Chine. Si vous regardez le 12e plan chinois, c'est quelque chose qui est très construit, c'est plus du tout comme c'était le 12 plan auparavant, c'est en Russie, ce sont des travaux stratégiques, modernes, et au fond, je vois bien que dans notre belle, grande, mais vieillissante parfois Europe, on a du mal à reconstruire ces stratégies. Donc quand on vous écoute, on voit combien, à la fois, il est nécessaire d'avoir cette alliance des réformateurs dont vous parlez, parce que c'est une cause très importante, mais en même temps, vous avez cette capacité de prendre le temps de la réforme. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de bien voir aujourd'hui, grosso modo, en résumé, il y a une corrélation évidente dans les pays entre croissance et réforme.
Quand on regarde, alors il y a des exceptions, mais globalement, les pays qui ont plus réformé, en tout cas c'est en Europe, sont les pays qui ont les plus fortes croissances. Donc il y a quand même un point important. Moi je dirais qu'on est sur la réforme, dans une double réforme permanente. C'est-à-dire que non seulement vous avez, vous, votre exigence nationale de réforme, mais tous les pays ont leur exigence de réforme. Et le monde fait de la réforme un sujet partagé. Le président chinois, le premier ministre indien, la présidente brésilienne, premier mot de leur stratégie, la réforme. Donc vous avez à conduire la réforme de votre pays dans un monde qui fait de la réforme le leitmotiv général. Donc ça veut dire que non seulement il y a une accélération de la réforme, mais ça veut dire aussi que, au fond, vous êtes en compétition de réforme et que nous sommes en compétition. Non seulement il faut restructurer nos banques, les recapitaliser, mais comme tout le monde est sur ce type de sujet, si on prend du retard, on est assez vite en situation de risque de disqualification. Donc tous les pays aujourd'hui articulent autour de 3 concepts, je crois, les réformes, évidemment la compétitivité, évidemment l'attractivité, qui est un élément quand même aujourd'hui stratégique, parce que les entreprises sont nomades, les cadres, les dirigeants, les élites sont voyageuses, les entreprises, les capitaux, tout ça circule, et que tout ça passe au-dessus de nos têtes, et qu'il faut essayer d'attirer, par de l'intelligence ajoutée, tout ça sur nos propres territoires. Et dans ce contexte-là, on voit bien qu'il y a une poussée mondiale, et qu'au fond, le sujet que vous développez aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, la réforme est évidemment pour vous, mais comme pour les autres, elle est évidemment pas facile. Même si, dans les sujets de réforme qu'on a évoqués dans cette table ronde, ce quatrième panel, vous avez peu évoqué, en dehors du sujet de l'éducation, les conflits avec l'opinion publique. Mon ami Tony Blair disait « Une réforme qui ne fait pas de mécontents n'est pas une réforme ». Donc la réforme, elle se caractérise par le fait que, par définition, elle déstabilise et que, par définition, elle a des adversaires. Donc on verra comment on peut gérer cette question, mais c'est un point très important. Et c'est pour ça que je crois que ce dont vous parliez, qui était l'Alliance des réformateurs, c'est essentiel, notamment pour que la société civile s'engage. Au fond, dans mon pays, souvent, les réformes les plus efficaces, des grandes ou des petites, ont été portées par la société civile. Une petite réforme qui a eu un succès récemment assez important, qui est la réforme des auto-entrepreneurs, la capacité de créer son entreprise, a été portée par la société civile. Et ça, je pense que c'est un élément très important. De toute façon, nous avons 3 sujets essentiels de réforme nationale. Tout ce qui est la performance de notre état de droit, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le régalien, mais au fond ce qu'on appelle aussi la souveraineté, qui passe évidemment par des outils stratégiques. Quand vous parlez de la banque mère, c'est celle qui naturellement assume à un moment ou à un autre une orientation vis-à-vis de tous les autres. Même si je vous rassure, Monsieur le Ministre, c'est bien d'être mobilisé, d'être déçu quand on ne va pas assez vite et qu'on n'atteint pas balle 3 aussi vite qu'on le voudrait. Mais je peux vous rassurer, ceux qui atteignent balle 3, ils ont des banques formidables qui n'ont plus d'argent pour prêter. Donc, je caricature un peu, mais on a quand même ce problème aujourd'hui où les nôtres se sont restructurés, refinancés au dépôt, au bilan, mais que ça se plaint sérieusement sur le terrain dans les capacités de liquidité que nous devons avoir. Donc il y a ce chapitre-là de l'état de droit. Le second chapitre, c'est évidemment la société civile, avec tout ce que ça peut inclure comme partage des pouvoirs, des responsabilités, y compris décentralisation, y compris dialogue social, y compris tous ces sujets qui sont des sujets quand même très importants de la réforme. Et puis troisièmement, donc les finances publiques que vous avez largement évoquées, pour lesquelles nous avons globalement, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, des règles là qui sont des règles de vérité. Parce qu'on peut trouver des mécanismes, et on en invente tous les jours. Et j'étais, ce matin, nous avons fait un exercice assez intéressant qui était nouveau dans la Constitution française, puisqu'en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, je suis allé faire une inspection au ministère des Finances
sur l'exécution du budget du ministère de la Défense. Et donc, je suis allé voir, et donc j'avais le droit d'avoir toutes les notes de tous les ministères, de voir exactement comment ils s'organisent pour inventer des dispositifs géniaux pour pas exécuter tout à fait le budget. Et là, on voit que la créativité des budgétaires est immense, et que là aussi, mais j'imagine que vos écoles sont aussi bonnes pour cette créativité que pour le français. Mais certains ont un peu vraiment. Donc ça, c'est un point essentiel que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, cette réforme nationale que vous avez amenée, elle est pour vous extrêmement urgente parce que finalement, les jours se comptent depuis la Révolution. Quand on a, comme nous, une révolution historique, on ne compte pas les mois, mais vous êtes obligés, tous les 14 janvier, de faire le bilan de ce qui a été fait depuis... donc on a évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait en 4 ans, et ça, c'est un point très important qui fait que vous avez sans doute, plus que d'autres, un peu une épée de Damoclès dans les reins. Moi, je crois qu'il y a 4 grandes démarches de réforme. Et donc, je vous parle autant avec les quelques succès français qu'avec un certain nombre de nos échecs. La première réforme, c'est ce que j'appelle la réforme prioritaire. C'est celle qui, dans un certain nombre de démocraties, je ne sais pas si c'est comme ça, si ce sera comme ça chez vous, avec l'expérience, vous le verrez. Mais la réforme prioritaire, c'est les seules réformes qu'on peut faire dans les 6 mois ou dans l'année où vous êtes élu, où vous avez le maximum de légitimité. Dans la démocratie, la légitimité, ça s'use. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes élu que 5 ans que vous avez les mêmes pouvoirs pendant 5 ans. Vous avez à un moment un pouvoir assez fort qui est votre légitimité, et progressivement, avec le temps, votre légitimité est plus faible. Il y a des réformes douloureuses que vous ne pouvez pas faire parce que vous commencez à avoir des problèmes internes ou une forme d'usure d'exercice du pouvoir. Seuls quelques grands exemples ont pu résister à tout cela. Mais au fond, quand on voit les démocraties européennes, on voit ce turnover assez rapide des gouvernements où il y a une usure importante. Nous, dans notre pays, dans la situation où est actuellement la France, je suis convaincu que la seule façon de vraiment réformer la France sur des sujets très importants, c'est d'avoir dans la campagne présidentielle des quelques réformes prioritaires énoncées et que par voie très exécutive, voire d'ordonnance, voire de référendum, là, on fait ces réformes dans les 6 premiers mois, là où le président de la République et les autorités ont une forte légitimité. Un président de la République en France élu à 53%, 54%, pendant 3-4 mois, il est à 65% de popularité. Et s'il ne profite pas de ce moment-là pour engager, pour investir son capital de popularité dans la réforme, eh bien à ce moment-là, le jour où il faudra réformer, il ne sera plus qu'à 45 de popularité, et là, ça se complique. Y compris au Parlement, où on commence un peu à freiner quelque peu. Donc là, c'est le point clé de la réforme, qui est une réforme qui doit être faite très rapidement, où le temps est un élément stratégique. Ça, c'est mon ami Jean Chrétien, ancien Premier ministre du Canada, qui m'avait appris ça. Il fait toujours les réformes en tenant compte du calendrier. Chez nous, disait-il, en québécois, bon français, seule langue étrangère que nous parlons véritablement couramment, eh bien, le Québécois nous expliquait que c'était très facile, que lui faisait ses réformes en janvier, par moins 30, il n'y avait pas grand monde dans la rue. Vous remarquerez qu'en France, un grand nombre de réformes sont signées du 3 août, du 5 août, parce que chez nous, il n'y a pas grand monde à Paris au mois d'août. Ça, c'est quand même très important. Il n'y a rien de tel. Moi, j'ai vécu une réforme des retraites très difficile, qui, à un moment, a dérivé sur l'éducation, sur les profs qui sont mis en grève au moment du bac. Ça a été très dur de passer cette période-là, mais le 14 juillet, c'était sans problème. Il a fallu tenir les 15 jours, mais tout ça, c'est le premier type de réforme, celle dont le temps est un paramètre essentiel. Le deuxième type de réforme, c'est la réforme, j'appelle partagée, c'est celle où le dialogue est nécessaire,
celle pour laquelle il nous faut discuter et il faut partager la réforme. Cela, on a essayé de mettre en France un dispositif qu'on appelait les 3D, le diagnostic, donc ce qui est quand même très, très important, le dialogue et ensuite la décision. Le diagnostic, et ce qui est très important, c'est le diagnostic partagé. On a un bon exemple qui m'a permis de faire la réforme des retraites de 2003, c'est le comité d'orientation des retraites, qui avait d'ailleurs été créé par Lionel Jospin, où il avait confié à des experts et de tous les bords de faire une analyse de la situation. Et à partir de ce diagnostic, qui était consensuel, ça a été quand même plus facile de faire des propositions de réforme. Donc déjà, partager le diagnostic, c'est un peu plus facile. Il y a de toute façon toujours un peu de malice dans tout ça, mais au total, c'est quand même plus facile quand on a un diagnostic partagé d'avoir ensuite le partage de la réforme. C'est un élément qui, je crois, est très important. De ce point de vue-là, les structures de concertation sont très importantes. Je vois très souvent qu'on veut supprimer les conseils économiques et sociaux, les structures que nous avons au niveau local. Faisons très attention, parce que quand il y a du dialogue, on a besoin quand même de lieux où les gens se parlent ou se rencontrent, et il faut se méfier du contact direct de l'exécutif avec nos citoyens par la télévision. Quand il n'y a pas les corps intermédiaires pour amortir et pour donner de l'articulation au corps, il y a des rigidités et des ruptures. Donc ça, je pense que c'est un point très important aussi. Réforme prioritaire, réforme partagée. Troisième type de réforme, la réforme permanente. Ça, je crois aussi que c'est un point clé du dispositif. Il y a des réformes que de toute façon, on ne peut faire que progressivement. Chez nous, d'ailleurs, la réforme des retraites ne sera que progressive. Chaque gouvernement aura sa réforme des retraites à faire. D'abord parce qu'il faut s'adapter à un certain nombre de paramètres, de la démographie à la croissance et quelques autres. Donc, il y a forcément des dispositifs où il faut accepter l'idée que finalement, cette réforme-là, elle n'est jamais finie et que systématiquement, il faut la poursuivre, l'engager, la développer. Ça, je pense que ça, c'est une idée qui est vraiment une idée très chinoise, d'une certaine manière, où, au fond, ils se disent que pour avancer, il faut tâter les pierres, mais il faut avancer toujours. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler la réforme des petits pas. Je ne vois pas, en matière d'éducation, en tout cas dans mon pays, d'autres solutions que cette réforme permanente, de se dire on va se mettre sur 10 ans à réformer l'éducation, de se mettre dans une logique où tous les ans on fait des étapes de réforme, autrement on n'a aucune chance, parce qu'il faut ranger des premiers résultats pour pouvoir continuer. Toute la difficulté du coût de la réforme, parce que vous avez parlé beaucoup de coûts financiers, mais il y a le coût politique qui est évident. Et la réforme, qu'est-ce que c'est en général? En général, la réforme, c'est sanctionner quelqu'un pour donner un bénéfice à un autre, mais l'autre, il n'a pas encore le bénéfice, il l'aura dans le futur. Donc celui qui est sanctionné, qui est pénalisé, c'est tout de suite, et celui qui doit gagner, c'est demain. Et en général, ceux qui gagnent se taisent, et les autres se mobilisent. Donc c'est quand même pas si simple que ça à gérer. Donc par moment, on est obligé de passer par étapes, et donc de choisir les réformes sur lesquelles on pourra installer des étapes partielles, et donc une réforme permanente. Ça veut dire une capacité de vision, ça veut dire le sens du moyen terme, le goût du long terme, et ça veut dire des structures politiques et de société civile capables d'avoir le goût du moyen terme et de la prospective. Ça, je suis assez inquiet de voir que c'est un sujet qui, en tout cas en Europe, n'est pas vraiment pris en compte, ou avec en plus le système de l'annuité budgétaire qui fait que finalement on règle les problèmes, et en plus avec nos amis de Bruxelles et les comptes maastrichtiens, on règle chaque problème chaque année. Et on reprend les problèmes l'année d'après, ce qui ne conduit pas à avoir ce que vous avez déjà introduit vous, d'avoir des dispositifs pluriannuels qui nous permettent de gérer les choses un peu dans la durée. Et la quatrième réforme, quatrième type de réforme auquel je pense, c'est les réformes de projets. C'est au fond, avec un certain nombre de projets, d'entraîner un certain nombre de comportements. Et que les projets, l'enseignement à haute dose, par exemple, la mise au point de tablettes dans l'éducation
primaire, ce type de projet d'investissement change un certain nombre de comportements, y compris pédagogiques, y compris techniques, et y compris sociaux. Et donc là, il y a un certain nombre de logiques qui vont naturellement du système éducatif, mais aussi les projets territoriaux. Et dans le développement régional, il est très important qu'avec les projets, on puisse mobiliser, et là aussi d'organiser des réformes, soit territoriales, soit simplement d'organisation des services publics, d'organisation des investissements publics, de mener une autre organisation qui peut générer quand même des avantages. Parce que vous aviez l'air tout à l'heure de considérer souvent que la réforme, elle est forcément coûteuse. Elle peut être coûteuse, elle est la plupart du temps coûteuse, mais il y a un certain nombre de réformes, notamment dans ceux qui sont assez habitués à la dépense publique, il y a un certain nombre de réformes qui peuvent aussi générer un certain nombre d'économies. Je pense que là, il y a quand même... La réforme peut, si ce n'est s'autofinancer, certaines réformes peuvent quand même s'autofinancer, et c'est un des points très importants pour l'opinion publique, parce que l'opinion publique doit avoir conscience toujours du bénéfice de la réforme, et si la réforme ce n'est que du sacrifice, naturellement, on a du mal à faire partager cela dans nos systèmes démocratiques. Et donc ça, je pense que c'est une logique très importante, parce que ça permet de mobiliser, et ça permet en fait de donner un sens politique à des investissements ou à des changements de comportement en donnant des directions. C'est, je crois, très important dans une mécanique de réforme. Tout ça pour dire qu'il peut y avoir un certain nombre d'attitudes différentes sur les réformes. Un sujet que vous savez, mais que nous avons aussi, c'est de choisir sur tous les enjeux quel type de méthode on prend. Parce que, naturellement, c'est un mixte de réformes. Il y a des réformes de court terme, il y a des réformes de moyen terme, il y a des réformes dont le calendrier est stratégique, il y a des réformes sur lesquelles il faut chercher le projet qui va fédérer et à partir duquel on va faire un levier de changement, un changement de comportement. Tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir une programmation un peu des réformes. De ce point de vue-là, je ne sais pas où vous en êtes, mais je pense que c'est très important de moderniser l'idée de plan, l'idée de programmation. Ça, c'est un point qui est, chez nous, l'idée de plan est devenue ringarde. C'est même un de mes amis gaullistes, successeurs, qui a supprimé notre commissariat au plan. Alors, il était un peu archaïque, il était un peu simple, mais très franchement, quand je vois ce que font les Brésiliens, enfin, ce que fait notamment l'équipe des BRICS en matière de programmation et de planification, c'est quand même une mobilisation intellectuelle sur les éléments de stratégie et les éléments de réforme qui sont très importants. Et ce qui permet de voir les réformes sur lesquelles on passe un peu en force, celles où on passe plus en douceur, celles qui donnent des satisfactions au moment où d'autres créent un certain nombre de problèmes. Il y a quand même une cohérence politique parce que, de toute façon, les réformes, c'est bien d'en parler tous ensemble, mais il y a l'opinion publique, de toute façon, dont c'est le sujet, et qui, naturellement, parle avec nous du sujet ça, enfin, surtout avec le politique qui est en place. Donc ça, c'est des méthodes importantes. Alors, sur le plan des budgets, je comprends, et ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, sur que c'était le budget qui était l'élément essentiel pour financer les réformes. Si c'était vrai en France, compte tenu de notre situation budgétaire, bon, alors j'ai mal interprété. Donc, parce qu'en France, on ne ferait plus de réformes. Si les réformes ne sont que dans le budget, il n'y a plus de place dans le budget pour les réformes. Donc, on est dans cette situation où, justement, la réforme doit dégager de la ressource budgétaire. Donc, on est dans une situation qui est inversée par rapport à la dépense. Dans ce contexte, et par rapport à ce que vous disiez les uns et les autres, j'ai trouvé l'idée développée à propos de la Libye, de l'indemnisation, même si j'en mesure la grande complexité. Et si je vois ça comme quelque chose qui, en termes de précédent, parce que la communauté internationale, ce qui l'affolera, ce n'est pas forcément le problème de la Tunisie, c'est le problème du précédent que ça va... Enfin, il y a déjà d'autres précédents, mais une généralisation qui fait que c'est quelque chose de très important. Et en plus, si on parle des différents pays et de leur attitude qui ont causé les problèmes, la France pourrait être inquiète. Donc, sur sa part de financement. Donc, il y a quand même des sujets que vous avez évoqués qui sont des sujets
très importants et des pistes qui sont, je pense, essentielles, et notamment pour réformer les structures. Ce que vous disiez, monsieur le ministre, sur les banques, on le développe à beaucoup d'égards, y compris d'ailleurs avec des systèmes un peu voisins. On est en train de travailler sur des véhicules spécifiques budgétaires, y compris dans le domaine de la défense, où on ne vend pas le siège, mais c'est le même type de dispositif, où finalement les industriels sont propriétaires d'un certain nombre d'équipements et de matériel, qui louent au service de l'État et de la défense. On a de l'ingénierie financière qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure et qui peut donner des possibilités, des choses assez intéressantes sur les financements innovants. Je voudrais terminer sur ces questions en vous disant qu'il se trouve que je suis très attentif donc, aux questions de développement de la Chine, du rôle de la Chine dans le monde. Et je vois très clairement que dans les années qui viennent, les Chinois vont déverser des milliards et des milliards d'investissements sur l'ensemble de la planète. C'est un pays qui, aujourd'hui, a des liquidités extraordinaires. N'oubliez pas que quand un Chinois gagne $1, l'Américain gagne 25, mais l'Américain, sur ses 25 $, il en dépense 26, le Chinois, sur $100, il en économise 40%. Donc l'épargne populaire est très importante. Si vous prenez en plus les différentes réserves, vous voyez que, et si vous ajoutez à cela les fortunes personnelles, et si vous ajoutez à ça les questions de pouvoir aujourd'hui, de corruption, etc., il y a plein d'acteurs économiques qui ont intérêt à investir à l'étranger. Ceux qui veulent des placements pour répartir les risques, ceux qui veulent placer leur fortune personnelle dans un certain nombre d'endroits où ils peuvent juger qu'elles sont plus à l'abri, ceux qui ont à protéger l'épargne des Chinois, qui est au fond leur seule véritable sécurité sociale et assurance maladie, même s'il y a des progrès qui se font aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'on a des sujets qui sont très importants. Nous n'avons pas encore réussi en France, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, avec la Caisse des dépôts et avec un certain nombre d'acteurs, on n'a pas encore réussi vraiment à trouver les bonnes formes de participation. Soit parce qu'il y a des tensions, style le Club Med, style l'aéroport de Toulouse, soit parce que les sommes sont assez incompatibles avec nos types d'économie. Par exemple, quand ils veulent être sleeping partner d'une PME en mettant 2 milliards, c'est difficile d'être sleeping partner dans une PME avec 2 milliards. Donc, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, on a eu cette demande. Bon, on a réussi quelques opérations, mais pas tant que ça. Et il y a, je crois, vraiment une perspective, et c'est ce que je voulais vraiment vous dire comme élément de stratégie, il y a une perspective très importante aujourd'hui, c'est d'essayer d'organiser, notamment par un dialogue Chine, France, Tunisie, une réflexion globale sur l'Afrique et sur l'Europe. Nous n'avons pas aujourd'hui les outils financiers, nous n'avons pas les véhicules, nous n'avons pas, pour tout ce qui est les structures modernes de développement, je pense par exemple au digital, au numérique, quand je vois la coopération qui se passe actuellement dans les télécommunications, il y a des formes très importantes de financement. Tout ça pour dire que je crois que là, la coopération internationale, pour la première fois, le président chinois, j'étais avec Manuel Valls, le Premier ministre, il y a un mois, c'était en janvier, le président chinois dit « Nous voulons une coopération avec la France sur la Chine, sur l'Afrique ». Moi, je pense que dans ce monde aujourd'hui, je termine par ça, dans ce monde aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est l'identité de la marque. Que ce soit une marque commerciale ou que ce soit une marque d'un pays. Ce qui compte, c'est l'identité. Et puis, l'identité, il faut l'accrocher à un réseau. Quelle est l'identité de la Tunisie aujourd'hui? C'est un vrai sujet dans ce monde, qui est aujourd'hui un monde où on cherche le leadership. Vous voulez que je parle plus fort? Je pense, oui, ça marche. Donc, dans un monde où le leadership compte, où on cherche à être les meilleurs, ça veut dire que chaque pays
chaque entité a besoin de trouver sa part d'excellence. Et au fond, la Tunisie, par son histoire d'accueil, son talent d'accueil, par son esprit d'ouverture, par sa sagesse politique exprimée récemment, ça, vous avez ce qu'on pourrait appeler, ce que les anglo-saxons appelleraient le smart country, c'est-à-dire un pays mobile, formé, connecté au fond. Il y a des atouts considérables dans ce que vous êtes, dans ce monde-là. Et cette carte-là, elle a besoin de se jouer, mais naturellement. Dans le monde moderne, surtout quand on est plus fort, il y a dans le monde moderne, aujourd'hui, j'ai commencé comme ça mon métier. Politique, il fallait prendre la parole. Eh bien, dans le monde moderne, il faut avoir des réseaux. Il y a une grande force que vous pouvez avoir. C'est que l'esprit d'ouverture, la formation de votre jeunesse, la capacité que vous avez, fait que vous pouvez être connecté à beaucoup de monde entier. La fragilité, c'est que votre environnement immédiat est instable. Et que au fond, on voit monter les continents, on voit que les pays forts d'aujourd'hui sont des pays qui ont la dimension continentale. Le France-Allemagne, finalement, pourquoi France-Allemagne c'est si fort? C'est qu'à nous deux, on a une dimension continentale. L'Inde, la Chine, le Brésil, on le voit bien. Et que vous avez un continent dont on connaît le potentiel, mais naturellement, votre voisinage ne vous donne pas la puissance dont vous auriez besoin. Il faut donc trouver d'autres articulations. Je pense vraiment qu'en jouant des coopérations, je pense que la Chine, ça peut jouer avec la France, parce qu'il y a une vraie proximité. Ce qui ne nous empêche pas de jouer d'autres partenariats avec d'autres alliés. Mais de construire ces réseaux, c'est comme ça qu'il y a un potentiel d'avenir. Je termine en vous racontant une histoire. C'est 3 personnes qui sont condamnées à mort demain matin. Il y a un Italien qui dit, alors on lui demande, qu'est-ce que vous voulez pour, comme dernière volonté? Il dit, je voudrais danser toute la nuit, organisez-moi ça. Il y a un Français et un Tunisien. Et un Français, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais faire un long discours sur les enjeux du XXIe siècle, les enjeux politiques, sociaux, économiques. Je voudrais faire ce grand discours. Et alors le Tunisien, qu'est-ce que vous voulez? Simplement, moi je demande d'être exécuté avant le discours du Français. Merci. Vous êtes tous conviés au cocktail pour la célébration de votre anniversaire, c'est ça? Encore une fois, merci.